Plusieurs membres du gouvernement et des représentants de la société Gemalto au palais présidentiel ce matin autour Ali Bongo Ndimba. Objectif, harmoniser les grands registres de l'État. Le point dans cette session avec nos confrères de la presse présidentielle. Une nouvelle façon de faire et d'agir. Toutes les parties devraient désormais jouer à l'éducation nationale, franc jeu, dans un contexte où la qualité de l'enseignement demeure. Le premier objectif du gouvernement gabonais, c'est le dossier de notre rédaction. Le réseau des femmes parlementaires en campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida à la prison centrale de Libreville depuis ce matin. Cette campagne d'information ponctuée des conférences débats est destinée aux agents stagiaires de la sécurité pénitentiaire. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Nous émettons depuis le studio Albertine Koumba Onsou en ouverture de cette session principale d'information. Je vous le disais, cette importante séance de travail ce matin au palais de la présidence de la République autour du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Plusieurs membres du gouvernement, des personnalités de renom, mais aussi des représentants de la société Gemalto. Au menu de la rencontre, l'harmonisation des grands registres de l'État gabonais, presse présidentielle. Bienvenue, Miko. Au service du pays et des Gabonais, c'est l'une des principales réformes du président de la République qui se met en place. L'harmonisation des grands registres de l'État à l'ordre du jour de cette rencontre est une esquisse de sa vision pour un Gabon émergent à l'horizon 2025. Le président de la République nous a réunis pour, si vous voulez, donner de nouvelles instructions pour que ce dossier qui concerne le registre de l'État, mais notamment l'État civil, que ce dossier avance. Ce dossier connaît un certain nombre de cueils qui sont faciles à élaguer. Et donc nous avons reçu instruction du président de la République pour faire avancer les choses dans un mois. L'objectif de cette action, concevoir une base de données biométriques centralisée pour fiabiliser tous les fichiers de référence sur les personnes physiques en terre gabonaise. L'état civil, c'est très important parce que c'est la matrice même de tous les registres de l'État. Donc il faut commencer par travailler sur tous les dossiers qui concernent l'état civil, que ce soit sur le cadre juridique, sur le plan technique, avant d'arriver à la confection d'autres registres qui concernent le foncier, qui concernent le social, qui concernent le judiciaire, ainsi de suite. Voilà, donc c'est une instruction, une nouvelle instruction donnée pour faire avancer techniquement et administrativement ce dossier qui, ma foi, vous le savez, est important à la fois aussi pour les élections en République gabonaise. L'harmonisation des grands registres de l'État au Gabon est une étape décisive vers la maîtrise de la connaissance des personnes physiques morales, mais aussi du patrimoine national géoréférencé. Maintenant, chaque citoyen gabonais devra avoir un numéro d'identifiant unique. Donc, nous devons savoir, et c'est important d'avoir ce numéro d'identifiant unique parce que même pour le foncier ou pour votre cas judiciaire, vous devez avoir un numéro d'identifiant unique pour qu'on sache au moins où est-ce que vous êtes. Mais si vous n'avez pas ce numéro, on ne pourra même pas vous retrouver ou confectionner soit une carte d'identité, soit un passeport. Donc c'est un préalable et nous avançons bon an mal an sur ce dossier qui, aux yeux du président, est un dossier important pour la vie de l'État. Au bout de ce processus, le Gabon devrait réaliser des progrès majeurs dans le pilotage des politiques publiques pour porter encore plus aisément vers son objectif la nouvelle ambition d'émergence du pays. Et voilà donc le nouveau gouvernement Daniel Ondo II, remanié, est désormais attendu sur le terrain du travail pour des solutions aux difficultés d'existence des populations gabonaises. Parmi les hautes instructions du chef de l'État à cette équipe, mettre l'accent sur la communication pour une meilleure lisibilité de l'action menée. Analyse Sébastien Kountoum-Bekali. Les rencontres avec des communicateurs, ça fait partie des moments privilégiés qu'affectionne le chef de l'État. Des conférences de presse aux autres cérémonies officielles
il ne manque pas de donner à tous ces moments des allures à même de lui permettre de tirer le plus grand profit possible à diviser avec les communicateurs. C'est parce qu'il considère que la communication est un élément primordial dans toute entreprise humaine que le président de la République n'a de cesse d'appeler le gouvernement à communiquer à toute épreuve. Parmi les nombreux exemples qu'il montre lui-même, fin d'année 2011, certaines artères de Libreville font l'objet de casses pour un programme de réhabilitation des voiries urbaines. Malgré la colère exprimée par certaines populations touchées et parce qu'il est convaincu que cette opération va participer au bien-être de tous, le chef de l'État est descendu sur le terrain. Ce qui est important, c'est, quelle que soit la nature et le bien fondé d'une opération que l'on veut mettre en place, et notamment si celle-là doit être au profit des populations, il est important qu'elle soit bien expliquée, que le gouvernement fasse un effort important de communication. Ces paroles, déjà valables pour les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2009, le sont encore plus aujourd'hui pour le nouveau gouvernement remanié au Naoundo 2. Il faut communiquer pour que l'action menée soit lisible. Monsieur le Premier ministre, la communication et la qualité de la coordination sont primordiales, indispensables pour faire réussir votre équipe. Chaque administration devra montrer en quoi l'action menée correspondra aux objectifs convenus dans la feuille de route du gouvernement. Pour cela, il vous faudra communiquer sur vos actions, expliquer vos décisions, afin que tous les Gabonais les comprennent pour y adhérer. Le développement économique et social de notre pays n'est pas la seule affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous. Communiquer pour ne plus laisser la place à la rumeur, la suspicion qui tente de prendre le pas très souvent sur la réalité des faits. S'adapter pour mettre l'administration publique au service du citoyen. Chacun des ministres est donc interpellé. Il est plus que temps de bannir la rétention de l'information dans l'administration publique, véritable casse-tête pour les journalistes. Les ministres doivent libérer la parole à tous les experts censés mettre l'information à la disposition des communicateurs. À terme, c'est l'action de développement menée par le chef de l'État qui sera mieux comprise par tous. Cet important communiqué qui nous émane du Bureau national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais et qui dit qu'en raison du calendrier très chargé du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba et compte tenu de l'importance que revêt cet événement à ses yeux, la deuxième édition des universités de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais est reportée. Les nouvelles dates retenues par le distingué camarade président feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Toutefois, les inscriptions pour ces universités se poursuivent. Les personnes désirant y participer sont priées de se faire identifier au cabinet du délégué national. Pour plus d'informations, contactez le 01 72 29 69 ou le 06 43 75 54. Nous y reviendrons avant la fin de cette session d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a présidé ce jour la réunion du Conseil interministériel, la toute première au lendemain du remaniement gouvernemental. Un seul mot d'ordre, accélérer la cadence de l'impact social. Désiré Singatadi, presse de la primature. Mercredi 8 octobre 2014, salle du Conseil interministériel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a convoqué en ce début de matinée l'ensemble de l'équipe gouvernementale Onaondo 2 qu'il dirige. Un premier tour de table que préside le numéro 1 du gouvernement à l'issue du réaménagement intervenu le 3 octobre dernier. Baptême de feu pour des Bleus qui, selon le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors du Conseil des ministres de lundi, a affirmé qu'il n'y aura ni apprentissage ni état de grâce. Les Gabonais sont en attente de résultats. Des résultats
des résultats, des résultats. C'est sur cette vision recadrée par le chef de l'État que l'ordre du jour de cette séance de travail a été élaboré. Un conclave essentiellement consacré à des projets de texte. Pour le ministre de la Défense nationale, il s'agit dans l'ordre du projet de loi instituant un code de justice militaire, celui portant création et organisation du centre de langue des FD gabonaises, un autre relatif aux conditions d'emploi des militaires du service de santé militaire et du projet de décret portant création et attribution et organisation du programme militaire contre les IST et le VIH-Sida, avant d'aborder le projet de loi réorganisant l'armée de l'air gabonaise. Voilà pour l'essentiel. Même exercice pour le ministre du Budget et des Comptes publics qui a présenté à ses travaux le projet de loi des finances 2015. Pour le ministre de l'Éducation nationale fraîchement nommé, il s'agissait de faire le point sur la visite d'inspection des établissements scolaires de Libreville, Ovendo et Akonda, effectuée par le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, à la veille de la rentrée scolaire. Pour le ministre du Budget et des Comptes publics, l'exercice consistait ce jour à faire une communication relative à la dotation de la PIP, la prime à l'incitation à la performance. Des points étudiés de façon minutieuse sur la présidence du chef du gouvernement et qui seront soumis dans les prochains jours à la haute attention du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. De la primature toujours, nous apprenons ce soir que les activités du Centre international de civilisation bantoue devraient reprendre dans un avenir relativement proche. C'est en tout cas la substance de l'audience que le chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a accordée à une délégation de cette institution. C'était cet après-midi en présence de Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Alain Serge et Yeni. Conduite par le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Culture et des Arts de la République démocratique du Congo, Mme Kazadi Yamba Marie-Josée, la délégation du CICIBA est venue présenter au Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, le tout nouveau directeur général du Centre international de civilisation bantoue, le professeur Dr Manda Tcheboa Antoine. J'ai présidé la délégation qui accompagnait monsieur le directeur général du CICIBA, qui a été désigné par mon pays pour prendre les commandes, les rênes de commande du CICIBA. Et parce que j'ai été porteuse également du message du Premier ministre de la République démocratique du Congo à son frère et homologue gabonais. Avec la nomination du nouveau directeur général, nous espérons que les grands défis qui sont au CICIBA seront relevés. Créé par feu le président Omar Bongo Ondimba, les activités du CICIBA avaient connu une impasse ces derniers temps. La nomination d'un nouveau directeur général par les autorités de la RDC, qui en assure la direction générale, est un signe évident de la relance des activités dont le Gabon abrite le siège et la direction financière. Après la visite hier du Premier ministre chef du gouvernement dans la zone économique spéciale de Nkok, pour compléter ce dossier, voici le constat de nos confrères de la presse de la primature. En se rendant en Nkok sur le chantier de la zone économique spéciale, le Premier ministre chef du gouvernement et une dizaine de membres de son équipe nouvellement remaniés ont engagé ici et sur instruction du président de la République le processus de dynamisation et d'accélération de la mise en œuvre de la feuille de route du PSGE, le plan stratégique Gabon émergent d'Ali Bongo Ondimba. Inscrit au nombre des grands chantiers du président de la République, le programme d'industrialisation du pays a conduit le professeur Daniel Onaondo et les ministres qui l'ont accompagné à apprécier le niveau de réalisation déjà visible sur le site. Tour à tour, la délégation gouvernementale s'est fait présenter le bâtiment flambant neuf, prêt à abriter les services du guichet unique, douane, documentation et autres services publics et parapublics. Dans la foulée, le Premier ministre et sa suite ont visité l'usine de chaudronnerie spécialisée dans la transformation du fer à béton. À côté de cette dernière se dresse l'usine de transformation du bois. Gabon Wood Industries, à l'origine de la création de la zone économique dans un souci des autorités de tirer profit de l'exploitation forestière dans notre pays. L'ensemble de ces infrastructures bénéficient d'une alimentation en électricité
assurée par une entreprise créée par un compatriote qui peut se satisfaire d'être l'une des rares entreprises gabonaises à être présent à ce méga projet. Dans cet univers indéniable au développement de l'économie gabonaise, se dresse un bâtiment en voie de finition construit pour recevoir les équipements du futur centre spatial gabonais. Outre la partie industrielle et les services, la zone industrielle d'Nkok, qui s'affirme chaque jour, c'est aussi un habitat décent. Les cités récemment sorties de terre font la fierté du projet. Visibles à plusieurs endroits, des logements de type F1, 2 et 3 attendent d'accueillir les premiers occupants. Le tout relié par un réseau routier intérieur entièrement bitumé. Et voilà donc la zone économique spéciale d'Nkok, l'expression même de la politique de l'émergence chère au président Ali Bongo Ondimba, qui a procédé il y a quelques jours à un réaménagement gouvernemental. Hier en fin d'après-midi, le tour est revenu au ministre entrant et sortant à la communication de se passer le relais. Denise Mekamne Tati a reçu les dossiers de ce département ministériel des mains de son prédécesseur, Pasteur Ngwa Neme, Frédéric Yenda Mukula. Victor Mununga. Co-abritant les services du secrétariat général du gouvernement, que les deux ministres de la communication, l'entrant Maître Denise Mekamne et le sortant Pasteur Ngwa Neme, ont accompli le même rituel, le geste symbolique de passation de charge. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Ali Akbar Onanga Yobege, en présence de certains collaborateurs des deux nouveaux départements, la communication, les relations avec les institutions constitutionnelles et l'économie numérique et la poste. Le ministre sortant, dans son laïus, a vivement invité ses anciens collaborateurs à apporter leur concours à son successeur. Je voudrais demander à mes anciens collaborateurs d'apporter le même entrain, le même dynamisme pour servir leur nouveau ministre, car les dossiers ne manquent pas. Pour sa part, le nouveau ministre de la Communication a exprimé sa ferme volonté et sa détermination à regarder de plus près les nombreux dossiers et non des moindres qui l'attendent, non sans lancer un vibrant appel à ses nouveaux collaborateurs. Je vais prendre le temps de regarder chacun de ces dossiers pour essayer de m'en imprégner. Je prendrai le temps pour m'informer de chacun des dossiers auprès des collaborateurs. Je n'ai pas un commentaire particulier à faire, ne les connaissant pas. C'est un volet qui s'ajoute à celui que j'avais préalablement. Donc, il me faut prendre le temps de regarder les dossiers. Il faut le rappeler, et on ne le dira jamais assez, parmi les nombreux dossiers qu'hérite le nouveau patron de la communication, il y a celui des États généraux de la communication, annoncé il y a quelque temps, et qui urge, et bien entendu, le grand dossier tant attendu par l'ensemble des communicateurs de l'audiovisuel public, le dossier de la réforme des 3 entités créées il y a quelques années, à savoir Gabon Télévision, Radio Gabon et Télédiffusion, sans oublier la réhabilitation des stations provinciales. Alors, Maître Denise Mekamne n'aura pas d'état de grâce devant la lourde mission qui l'attend. Et pour aller vite, justement, dans le cadre de la prise de contact avec les partenaires sociaux relevant de son département ministériel, Madame le ministre de la Communication, des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, convie les responsables des bureaux des syndicats à prendre part à une séance de travail demain, jeudi 9 octobre 2014 à 10h précises à son cabinet. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Nous y reviendrons avant la fin de cette session d'information. Parmi les nouveaux arrivants au gouvernement 2, dirigé par le professeur Daniel Onaondo, figure Rufin Moussavou, qui occupe depuis vendredi dernier le portefeuille de la culture. Voici la carte de visite de ce brillant cadre gabonais avec Lubessa Linyongo et Marie-Jo Moussavou Mouziego.
récemment au gouvernement Daniel Onaondo II, Rufin Moussavou est natif de Mouila dans la province de Langounié où il a fait ses études primaires et secondaires avant de regagner Libreville, la capitale gabonaise, pour poursuivre ses études supérieures après l'obtention de son bac D au collège Saint-Gabriel de Mouila. Je fais partie de la première promotion de l'USTM où j'ai obtenu mon diplôme, mon DUS en sciences, en chimie, géologie, avant d'aller poursuivre mes études en France, à Lille. J'ai couronné à Lille avec une maîtrise en géologie, géophysique, et terminé à Paris, Pierre et Marie Curie, à Jussieu, avec un DES en géophysique. Âgé de 53 ans, cet ingénieur géophysicien est un homme rompu à la tâche administrative. Il a ainsi occupé plusieurs fonctions parmi lesquelles chef de service du département géophysique, directeur d'exploration pendant près de 8 ans. Rufin Moussavou occupait jusque-là les fonctions de directeur général adjoint des hydrocarbures chargé de l'exploration et de l'exploitation au ministère des Mines. Avec la perception du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, lors de son accession justement à la magistrature suprême, a lancé cette dynamique qui prône l'excellence. Naturellement, tout Gabonais qui s'adonne consciencieusement à son travail ne devrait pas être surpris d'être appelé par le chef de l'État pour pouvoir apporter sa pierre justement à l'édifice de développement et d'émergence de notre pays. C'est une mission fort intéressante. La culture, comme vous le savez bien, c'est le creuset même de l'essence de l'être humain. Et à côté de la culture, ce département justement est là également pour promouvoir l'art de notre pays, mais également pour indiquer et surtout appliquer et dynamiser la politique du gouvernement en matière d'éducation civique. Et là, nous y attellerons en nous rattachant parfaitement au plan stratégique Gabon émergent. Le nouveau ministre de la Culture est un homme issu d'une grande famille dont il est le benjamin. Il a un sens élevé des relations humaines. Rufin Moussavou est marié et père de nombreux enfants. Le Sénat était en assemblée générale ce matin. Les enseignants membres de ce syndicat ont décidé tout simplement aujourd'hui, au rond-point de la Cité de la Démocratie, leur siège social, de prolonger d'une semaine encore leur préavis de grève. Enrique Bokoko, Jean-Pierre Moussoni. Au lendemain de la rencontre du ministre de l'Éducation nationale avec les partenaires sociaux, les membres du Bureau national du Sénat rendent compte à leurs collègues. Une assemblée générale qui a permis au directoire de recueillir également les différents points de vue. À l'issue des échanges, le syndicat de l'Éducation nationale joue la carte de l'apaisement. Il n'y a pas un gagnant et un perdant, c'est le système. Et nous disons, les syndicats sont là pour dire que le système va mal. Et ils proposent des solutions. Et nous proposons des solutions. Et nous voulons que le ministre saisisse cette occasion pour marcher avec nous. On ne va pas collaborer. Non, nous allons travailler dans le partenariat en disant que, voilà, madame le ministre, vous proposez ça, mais nous on pense que c'est ce jeu-là que nous voulons jouer et lui apporter le soutien qu'il faut pour qu'elle réussisse dans sa tâche. En initiant des rencontres hebdomadaires avec les différents syndicats, Ida Sonoué-Retenot affiche sa volonté, celle de travailler de concert avec les partenaires sociaux. À l'issue du vote à main levée, les membres du Sénat optent pour un nouveau préavis de grève qui court jusqu'au mardi 14 octobre prochain. Le débat était chaud et finalement, après avoir présenté fidèlement tout ce qui a été dit et la chance que le ministre a souhaité, je crois que les enseignants, de manière à leur majorité, ont décidé d'accorder cette chance à madame le ministre en lui permettant de s'asseoir et en prorogeant le préavis des grèves de 8 jours. Donc nous allons à la première rencontre avec le ministre mardi prochain, nous allons juger de sa bonne foi pour effectivement
régler définitivement tous les problèmes qui se posent dans le monde de l'éducation. Dans le panel de revendications figure en bonne place l'intégration des enseignants du pré-primaire dont les dossiers sont en attente, le paiement de la PIP, entre autres. Les membres du Sénat ont désormais le regard tourné vers la prochaine réunion avec le ministre de tutelle. Nous vous le disions hier déjà, parmi les chantiers qui attendent le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il y a la régularisation de la situation des enseignants de l'Éducation nationale et surtout la réhabilitation de plusieurs écoles du pays aujourd'hui dans une situation de dégradation avancée. Le cas des écoles publiques de Bellevue 1 et 2, aujourd'hui hors d'état d'usage, visités ce matin par nos reporters Gabriel Guillain-Lemami et Victor Moununga. À Makoko, dans d'autres provinces, dans toutes les provinces, les terminaux sont construits, mais ils ne sont pas livrés, certains sont achevés, mais pas livrés. Pendant que le gouvernement gabonais multiplie des actions de développement dans le secteur de l'éducation par la construction des établissements secondaires et primaires, fort est de constater que bon nombre d'écoles primaires sont aujourd'hui dans un état de vastuité très avancé, sans entretien. Ici, par exemple, dans les écoles publiques, Bellevue 1, A et B, le constat est très amer. Construites dans les années 70, ces deux écoles ne répondent plus aux normes exigées. Les élèves apprennent dans des conditions difficiles. Au niveau des salles de classe, les plafonds présentent un autre visage usé par le poids de l'âge. Les toilettes sont hors d'usage et même les bâtiments en construction sont abandonnés depuis plusieurs années. Le personnel enseignant est réduit pour cause de mauvaises conditions de travail, de même pour les élèves. On n'a pas de toilettes pour faire les selles. Nos tables de banc sont cassées. Même nos amis sont quittés d'ici à cause de la saleté qui est dans cette école-là. On ne peut pas rester ici toute l'année parce que c'est trop sale. Lorsque un enseignant veut aller au besoin, il est obligé de courir à Petit Paris. Les enfants, lorsqu'ils veulent faire leurs besoins, ils le font dans la nature. Ici, quand il pleut, les salles de classe, l'eau pénètre dans les salles de classe. L'enseignant est obligé de sortir avec les enfants. Aussi, le bâtiment consumé par les flammes depuis 2010 demeure toujours dans le même état malgré plusieurs passages des techniciens du ministère de l'Éducation nationale. Rien n'a toujours été fait. Nous avons alerté les chefs hiérarchiques, notamment l'inspecteur, chef de circonscription, la direction de l'enseignement primaire. Ils sont arrivés aussi, ils ont constaté les dégâts et depuis ce jour-là, aucune réaction de la part du gouvernement. Même constat pour l'école publique de Bellevue 2 où les enseignants et les élèves travaillent dans des conditions déplorables. Reste à savoir si les responsables du ministère de l'Éducation nationale chargés du patrimoine initient des descentes sur le terrain pour s'imprégner de l'état de dégradation des établissements publics, alors que le gouvernement dépense des sommes exorbitantes pour leur entretien. Les écoles Bellevue 1, A et B et Bellevue 2 ne sont que des exemples. D'autres établissements connaissent les mêmes problèmes. Face à ce constat, aujourd'hui, une nouvelle façon de faire et d'agir s'impose plus que par le passé. Toutes les parties sont donc attendues à l'autel des résultats. Il faut désormais jouer franc jeu dans un contexte où la qualité de l'enseignement demeure un objectif premier des plus hautes autorités de la République. Le regard de la rédaction. Yves Yonou. Après la démission du professeur Léon Zouba, Ida Retonou-Assenou arrive dans un ministère qui fait l'actualité. Comme dans beaucoup de pays, la rentrée scolaire est là et les parents se posent la question de savoir comment finira-t-elle au Gabon. À cette question, Dame Assenou a-t-elle réellement la réponse? A-t-elle réellement les cartes en main? Autre question, lui a-t-on donné les moyens de ne pas glisser pour ne pas tomber là où l'éminent professeur Léon Zouba, lui, a trébuché? Les populations gabonaises croisent les doigts pour assister enfin à l'apaisement d'une situation qui menace la crédibilité du label Gabon et de son système éducatif entier. Entre le gouvernement et les enseignants, les négociations se poursuivent. Les élèves et leurs parents attendent avec impatience l'issue heureuse de ces négociations. C'est une nouvelle ère qui commence. Le respect mutuel entre ministres et partenaires sociaux s'impose. Les responsables des syndicats se doivent d'être guidés
par des comportements civiques responsables, afin que le syndicat soit réellement et toujours une force de proposition, et non un ennemi. Il est plus qu'urgent qu'un dialogue franc et sincère s'installe entre les deux parties. Le partage des responsabilités avec l'Agence nationale des grands travaux aussi doit se faire, afin qu'on sache qui fait quoi et quand. Ce sont autant de chantiers auxquels le nouveau ministre doit s'attaquer en urgence pour redonner à l'école gabonaise ses lettres de noblesse d'antan. Notre école agonise depuis quelques années. Il serait temps que les différents acteurs de l'éducation pensent tous Gabon d'abord, soit des responsables des syndicats au comportement modéré plus qu'hier. Aussi, la direction générale des examens et concours doit s'arrimer à la nouvelle vision des plus hautes autorités du pays et travailler de concert avec tous les partenaires sociaux. Ceci pour éviter de retomber dans les mêmes travers enregistrés l'an passé. À ce niveau, la sortie de crise s'impose pour le bien de tous, mais aussi la rupture avec la fin des vieux réflexes. Exemple, l'état d'une école se constate en fin d'année scolaire et non à 2 jours de la rentrée des classes. 3 mois de vacances suffisent pour trouver des solutions aux problèmes d'effectifs, salles de classe, table-banc, tableaux, construction et autres. L'arrivée de Madame Assenoin est certainement un acte salutaire voulu par les hautes autorités car elle va diriger une équipe qui a la lourde mission de mettre de l'ordre dans un système éducatif sensible, miné depuis plus d'une décennie par des combines, l'emprise du politique et des dessous de table et d'autres mains invisibles qui n'ont eu comme seul objectif que la destruction du système éducatif au profit des intérêts égoïstes. Certes, l'arrivée d'Ida Reteno-Assenoin est applaudie de 2 mains, mais les Gabonais attendent vivement que cette année scolaire se déroule dans la paix, la quiétude, la sérénité et le respect des engagements pris par les différentes parties. Car une chose est certaine, quand l'école publique gabonaise agonise, c'est l'école privée qui, elle, se porte bien et fait de gros chiffres d'affaires. À la suite de cette analyse d'Yves Oyono de notre rédaction, nous ajoutons que la série des rencontres houleuses entre le nouveau ministre de l'Éducation nationale et les principales organisations syndicales révèle depuis hier une volonté de concertation permanente pour apprécier finalement l'année scolaire 2014-2015. Omar Edgar Njembi Dukaga, Victor Mununga. 2 rencontres, 4h20 minutes d'échange parfois houleux entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel et d'un côté le syndicat des enseignants de l'Éducation nationale, Sénat, et de l'autre la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYSED, particulièrement remontée contre le retard concédé dans la résolution des revendications posées. Pêle-mêle, l'intégration de plus de 1800 enseignants du pré-primaire et des moniteurs auxiliaires, 400 dossiers sont déjà à la fonction publique, 650 autres y sont attendus dans les prochaines heures et 680 derniers devaient suivre. Ils travaillent depuis plusieurs années. Ils ont été recrutés par l'administration publique, affectés dans des établissements publics et ils travaillent avec une promesse de leur octroyer au bout de 2 ans un poste budgétaire pour jouir d'un salaire. Ensuite, la mise en stage de certains fonctionnaires du ministère dont les attestations et les prescriptions sont attendues. Les affectations et les mutations confuses et qui pourraient amener la tutelle à un réexamen minutieux ou à y surseoir cette année. Le paiement immédiat de la prime d'incitation à la performance dont les leaders syndicaux ont tenté de démontrer la différence avec la prime d'incitation à la fonction d'enseignant. L'amélioration des conditions de scolarisation des élèves, l'accueil rationnel des nouveaux élèves de 6e, et puis cette autre revendication qui a suscité le courroux des syndicalistes, le remplacement de tous les responsables de l'élection générale des examens et concours, et ceux de l'élection générale de l'équipement, tous soupçonnés de malversation par les leaders syndicaux, à leur tour soupçonnés de chantage, de délation et d'accusations sans preuve. Cela qui a préservé, au terme de cette série de rencontres, la dynamique d'ouverture, de concertation et de volonté de concession. Si nous sommes des partenaires, ça veut dire que nous discutons, même en toute convivialité. C'est un débat d'idées. Je ne peux pas dire que je suis satisfait à 100%, je ne peux pas dire que je suis déçu, mais elle nous a rassuré qu'elle compte travailler avec les partenaires sur tous les mardis. Donc chaque mardi nous allons travailler et nous allons voir d'ici l'autre mardi quels sont les dossiers qu'elle va privilégier
pour que, effectivement, le calme revienne dans le secteur éducation. Bien que d'une semaine, le sursis accordé par le Sénat et la levée du piquet de grève à l'entrée du ministère sont considérés ces dernières heures comme un pas non négligeable vers une décrispation. La suite de ce journal avec cette communication, les étudiants de licence 1, nouveaux bacheliers et anciens, droit et économie, sont informés que les inscriptions pédagogiques se dérouleront à la faculté de droit et des sciences économiques du lundi 13 au samedi 18 octobre 2014. L'inscription pédagogique étant obligatoire, les étudiants sont priés de bien vouloir y procéder dans les délais pressentis afin d'être autorisés à suivre les travaux dirigés et à passer les examens. D'autre part, les étudiants de licence 1, nouveaux bacheliers et anciens, droit et économie, sont informés que les inscriptions pour le tutorat se poursuivent au bureau des renseignements jusqu'au vendredi 10 octobre 2014 à 12 h. Par ailleurs, les séances du tutorat débuteront le lundi 13 octobre 2014. Pour la suite, voici la poursuite de la campagne Octobre Rose. Ce mercredi, plusieurs femmes se sont rendues à la maternité du centre hospitalier de Angonje. L'économie de cette sensibilisation avec Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. Une journée mouvementée consacrée à la sensibilisation de la population du 2e arrondissement de la commune d'Akanda sur les avantages du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus parce que ce geste permet de sauver des vies. La maternité du CHU d'Angonje, le centre hospitalier universitaire d'Angonje, a reçu plus de femmes que d'habitude. Dans le cadre de la campagne Octobre Rose initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, après une sensibilisation auprès des jeunes de la commune d'Akanda, nous avons reçu un certain nombre de femmes qui sont venus pour la détection des cancers de col de l'utérus et du sein. Les activités ont démarré aux alentours de 9h30 et à ce moment, nous sommes à une trentaine de femmes. Elles arrivent au niveau de l'enregistrement que nous faisons ici, en ce moment avec les jeunes volontaires qui sont avec moi là, et ensuite on les envoie en salle d'examen. Détectés tôt, 80% des cancers du sein et du col de l'utérus peuvent être guéris. Le dépistage est gratuit et permanent dans les 14 structures de santé dotées d'unités de dépistage opérationnel depuis janvier 2014. Notons que le dépistage se fait au centre universitaire d'Angonje depuis longtemps, il est gratuit. Donc les activités vont se poursuivre. Elles pourront venir sans problème. Malgré la grève des agents du ministère de la Santé, la campagne Octobre Rose se poursuit normalement. Prochaine étape, l'hôpital égypto-gabonais de Beau Séjour. Ce mercredi, les jeunes volontaires ont communié avec les habitants des quartiers environnants. Ajoutons à ce volet le réseau des femmes parlementaires de lutte contre le VIH-Sida en campagne d'information et de sensibilisation depuis ce matin à la prison centrale de Libreville. Il s'agit de 3 jours de conférences débats sur le thème VIH-Sida et pauvreté. Henri Nesson-Djavé. L'offensive engagée par le réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida à la prison centrale de Libreville à travers la campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et la pauvreté consiste non seulement à renforcer les connaissances des uns et des autres sur cette pandémie, mais aussi à donner aux agents stagiaires de la promotion 2013 de la sécurité pénitentiaire les outils et méthodes dont ils auront besoin pour aborder cette question du sida qui demeure encore un sujet tabou, notamment en milieu carcéral. Je voudrais avant tout propos remercier l'Assemblée nationale qui, à travers le réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, a rendu possible la tenue de cet événement. Le VIH-Sida est véritablement aujourd'hui un obstacle au développement. Une approche pédagogique qui, selon l'honorable Dr Gabriel Malonga-Mouelé, a pour objectif d'éclairer la lanterne des agents stagiaires sur les conséquences de cette pandémie. L'heure est arrivée parce que le président de la République
a impulsé la stratégie de lutte contre la pauvreté et les réponses en matière de pauvreté se trouvent dans cette stratégie. Les honorables députés Gabriel Malonga-Moulet et Laurent Yami, tous deux médecins, ont également saisi cette opportunité pour interpeller les bénéficiaires de cette campagne à mieux lutter contre ce fléau social qui commence à peser lourdement sur l'économie de notre pays. Nous avons en grande partie la réponse de ce thème dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, dans les investissements qui sont faits autour de cette question, autour de la CNAMGS, autour du Fonds national d'aide sociale et autour des subventions que l'État accorde aux différentes administrations. Lutter contre le VIH-Sida en milieu carcéral et donner un certain nombre d'enseignements sur les méthodes de prévention et de transmission du VIH-Sida, cette sensibilisation a reçu l'assentiment des agents bénéficiaires. Ce genre d'initiatives sont vraiment la bienvenue au sein de la sécurité pénitentiaire parce que le sida n'a pas de parti pris, il n'y a pas de civil, il n'y a pas de militaire. Ça nous apprend un peu plus, surtout nous qui sommes en contact permanent avec les détenus, parce qu'il y a des moments où on peut escorter un détenu et nous ne savons même pas s'il peut avoir un objet avec lequel il s'est tranché ou autre. La vie est belle, mais rien ne vaut la vie. Cette assertion mérite d'être prise en compte par tous. Gageons que les conseils du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida permettront aux agents de la sécurité pénitentiaire d'avoir des comportements sexuels qu'il faut pour éviter de contracter le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. La santé avec le personnel membre du SINAS qui était en assemblée générale ce matin. Ils ont tout simplement décidé de maintenir le service minimum au centre hospitalier de Libreville et dans d'autres structures sanitaires relevant du secteur public. Voici le reportage de Paulin Afou et Jean de Dieu Mamboundou. Ils n'ont pas fait le plein des grands jours, mais qu'importe, avec leur détermination chevillée au corps, les agents du personnel de la santé ont honoré ce énième rendez-vous consacré à la PIP, la prime d'incitation à la performance. Il est question ici d'expliquer au personnel de santé la démarche qui est engagée actuellement par le gouvernement, celle qui consiste de payer la PIP sur la base d'un différentiel entre ce que gagnerait un agent au niveau de la servitude et ce qu'il gagne ou ce qu'il devait aussi gagner au niveau de la PIP. Quelle conclusion vous tirez de cette assemblée générale? La première, la base a estimé ne pas admettre le versement qui se profile à l'horizon, celui qui consiste de nous payer le différentiel entre la prime de servitude et la PIP. Et la deuxième chose, c'est que nous avons décidé de poursuivre le service minimum en attendant le paiement qui se fera et on appréciera le paiement. C'est à partir du paiement que nous prendrons la résolution soit de resserrer ou de lever le mouvement de grève. Après des discussions houleuses, rebelotes, la base s'est prononcée pour le statu quo et si d'aventure la situation ne se décante guère, elle pourra durcir le mouvement de grève entamé en juillet dernier. Nous vous l'annoncions hier, dans un proche avenir, le village d'Itumba va connaître un développement sans précédent par l'installation des activités économiques à l'instar d'une ferme avicole inspirée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est en tout cas le message que le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou a transmis à ses compatriotes vivant dans cette localité. Basile Buagou Mikala, Amédée Mavungu. Ditouba, Lubomu et Panga ont constitué la deuxième étape dans ce regroupement de villages. Le mot de bienvenue des chefs de regroupement de villages ont été dominés par diverses doléances, le manque d'électricité et d'eau. Toujours à l'écoute des Gabonais, le chef de l'État met tout en œuvre pour résoudre les problèmes auxquels ils font face. Ditouba va devenir un village important de la Basse-Mali.
Mais pour que Ditouba devienne un village important de la base Bagno, il faudrait qu'on s'assied tous ensemble pour qu'on regarde ce qu'il faut faire dans le village. Donc il y a des gens qui veulent venir faire une ferme agricole à Ivouloulou. Il y aura au moins 20 à 30 personnes qui vont travailler dans cette ferme. L'éducation de nos enfants est une action forte de la politique du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle il vous a envoyé des trousseaux scolaires. Au village Panga, la route en construction qui va à Gamba traverse le village, détruisant les maisons. On m'a expliqué que vous voulez que la route passe à l'intérieur du village. Mais pour que la route passe à l'intérieur du village, il y a des maisons qu'il va falloir déplacer. La question de savoir, est-ce que vous voulez qu'on vous construise des maisons ou bien vous voulez l'argent des maisons? Comme le chef a dit, il y a plus de femmes ici que d'hommes. Donc mieux vaut qu'on reconstruise des maisons. Classés à juste titre comme des personnes économiquement faibles, le gouvernement de la République se fera le devoir de reconstruire le village au grand bonheur de ses villageois. Le président de la République, chef de l'État, n'oublie personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve. C'est en tout cas le message qu'Étienne Dieudonné Ngoubou a encore transmis aux populations de cette partie de notre pays. Biagou Mikala. Du côté de la lagune Bagno, 3 villages ont été visités par le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou. Il s'agit de Petit Malembe, Mambi et Pilakumbi. Le ministre a rassuré les uns et les autres par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien de trouver une issue favorable grâce à la politique de l'émergence prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Quand on parle du développement du Gabon, c'est chaque partie du Gabon qui doit se développer. Et le rôle de nous autres, les ministres originaires de ces régions-là, c'est de porter la parole du président de la République, chef de l'État, dans chacun des villages. Lorsqu'il est venu mettre en service le pont, il a refusé d'inaugurer ça parce qu'il a dit qu'il doit revenir à Mayumba. Quand il va revenir, il va inaugurer la route Chibanga-Mayumba. Quand il va revenir, si tout se passe bien, il va inaugurer le quai de Mangali. Et là, les sociétés vont revenir s'installer à Mayumba. L'activité va reprendre jusqu'à Dindi. Donc tous les villages là, vous aurez l'activité. Mambi a été connu dans le passé pour l'exploitation forestière. Les activités du bois vont reprendre. Mais je profite aussi de cette visite pour vous dire, le président de la République, chef de l'État, a également décidé de payer les frais d'écolage et les frais de mutuelle. Dans la foulée, le ministre a annoncé la création d'une association qui regroupera les chefs de canton, de regroupement de villages, ceux de villages et des quartiers qui sera le porte-parole des villageois auprès des autorités locales. À la page des sports, retenez que plusieurs experts de la CAC, du NEPAD et de la Commission de l'Union africaine étaient réunis ici à Libreville. Objectif, évaluer les projets de construction des grandes infrastructures dans la sous-région d'Afrique centrale. Détail, Rodolphe Mukambi Boma, Chrislin Maïnda. C'est la première réunion pour le cas de l'Afrique centrale qui met sur la même table les experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la Banque africaine de développement et de l'Union africaine pour l'évaluation des projets des grandes infrastructures en Afrique centrale adoptés par les chefs d'État. En janvier 2012, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avaient adopté le plan de développement des infrastructures en Afrique centrale qu'on appelle PIDA. Après cette décision, toutes les communautés économiques régionales devaient se réunir pour traduire en projet concret dans leurs priorités régionales ce plan qui était adopté par les chefs d'État. Bon, ça s'est fait dans certaines régions, donc il était maintenant le tour de l'Afrique centrale de le faire. C'est pour ça que nous sommes là depuis hier pour travailler sur ce dossier.
Le plan d'action prioritaire, évalué à 40 000 milliards de francs CFA, vise à mettre l'Afrique à l'horizon 2040 un réel marché commun d'intégration. Et en Afrique centrale, les projets sont aussi ambitieux, il faut le dire. Et le grand Inga en matière d'énergie. Et pour le transport, le pont rural entre Kinshasa et Brazzaville, qui est en cours d'étude. Et nous avons la route d'Endé-Dolisie, qui relie le Gabon et le Congo, qu'on va lancer dans quelques jours. Nous avons la route Ouesso-Sambidima, qui relie le Cameroun et le Congo, qui sont en cours de chantier, et encore beaucoup d'autres études qui sont en cours de réalisation. ECA, c'est la région la plus retardée du continent. Nous aimerions changer la vitesse d'exécution des projets, la préparation, puisque la plupart des choses, c'est la préparation. Tant que les projets ne sont pas préparés, vous ne pouvez pas trouver le financement. Nous voulons que ce mécanisme-là soit accéléré. La région Afrique centrale est considérée comme l'une des dernières en matière d'intégration. Donc, la matérialisation de tous ces projets va sans doute jouer un rôle majeur pour la région Afrique centrale. Les travaux de Libreville vont durer 4 jours et seront sanctionnés par un rapport des experts et d'un document appelé aide-mémoire. Le sport pour la boucle de cette session d'information avec les éliminatoires de la CAN 2015. Le Gabon affronte, vous le savez, samedi prochain au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje les étalons du Burkina Faso. La commission communication de la CNOM GEM-SENI a tenu un point de presse cet après-midi même. Voici un extrait de cette communication grâce à Serge Ranouzino et Francis Modibo Samabi Ifunda. Ce point de presse, comme vous le savez, se tient à quelques jours de cette grande manifestation qui va voir notre équipe nationale, les Panthères, rencontrer l'équipe nationale du Burkina Faso. Pour cette raison que, pour permettre à tous les médias de travailler dans les conditions les meilleures et pour tenir compte de l'organisation de cette manifestation, notamment par la CNOM GEM-SENI, et nous avons tenu à mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments, à commencer par le programme qui va vous être présenté ici par monsieur le commissaire adjoint à la communication, monsieur Ange-Stella Pambo. Pour ce qui est du match en lui-même et de toutes les actions tournant autour de cette rencontre décisive pour les Panthères du Gabon, il faut simplement retenir, et je crois que notre assistante, Madame Sarah Arnaud, vous a déjà remis le document, que demain il vient l'entraînement des Panthères du Gabon à 10h. La rencontre de samedi prochain débutera à 18h30. Par contre, la reconnaissance du terrain à 18h se fera sans la presse. Le Burkina arrive demain, c'est une information qu'on vous donne également, à 12h40. C'est un vol spécial. Cette délégation sera là à partir de 12h40. Donc... Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.